Bonjour, merci de suivre l'émission Point de vue. Ce dimanche 20 juillet, j'ai le plaisir de recevoir Madame Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre de la République, aujourd'hui membre du comité de pilotage de la nouvelle responsabilité, une formation politique dirigée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci Monsieur Ning. Je vous remercie pour votre invitation et à travers vous, l'ensemble de l'équipe de la RTS. Bien. Alors, les conclusions du dialogue sur le système politique ont été remises au président de la République il y a quelques jours. Mais sans vous, l'opposition regroupée au sein de cette entité, dans la participation évidemment de ces concertations, pourquoi ? Je voudrais donc réitérer mes remerciements, mais surtout saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs, que ce soit d'ici ou de la diaspora, et renouveler les prières et nos vœux à l'endroit du peuple sénégalais. Bien. Vous l'avez indiqué, nous sortons d'un dialogue national initié par le président de la République, Monsieur Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et donc, notre présence s'est justifiée par une invitation. De ce fait, notre absence également se justifie par une non-invitation lors de la remise du dialogue. Nous n'avions pas été conviés. Maintenant, je ne sais pas si c'est dû au format qui a été adopté, mais nous estimons que l'élégance, la courtoisie aurait été à l'instar de ce que nous avons eu lors du lancement solennel, où tous les acteurs avaient été conviés, qu'on puisse également être, même pas invités au cours de la séance de remise du rapport, mais informés de la remise du rapport. Pourtant, ce ne sont pas les propos du facilitateur. Lui, il a dit que vous avez été conviés, l'opposition a été conviée, et c'est lui plutôt qui s'interroge sur votre absence. Oui, c'est pourquoi je dis je ne sais pas le format qui a été adopté. Parce que de mon point de vue, ce que j'ai pu constater, c'est que ce sont les membres du directoire qui sont partis au niveau de la remise du rapport, de la cérémonie de remise du rapport. Or, ce qui a été convenu lors de la clôture officielle des jours, à l'issue des 5 jours... Les membres du directoire de l'opposition participante, c'est ça, du groupe? J'en viens. Ce qui avait été convenu lors de la cérémonie de clôture du dialogue national, après qu'on ait présenté le rapport, il avait été clairement indiqué que c'était un rapport provisoire qui devait être soumis aux différentes parties pour validation. Donc ce rapport-là ne nous a pas été soumis, nous, en tant que membres de l'opposition présents au dialogue. Par conséquent, les observateurs, parce que vous savez, dans le cadre du dialogue, les bureaux étaient composés d'un président, de rapporteurs, d'assesseurs et d'observateurs. Les observateurs étaient issus de la majorité comme de l'opposition. Donc ces observateurs-là ont été désignés par l'opposition afin de suivre les travaux. Et par conséquent, ces observateurs-là ne pouvaient pas cautionner un rapport qui n'était pas validé en amont par les différents membres du groupe de l'opposition. Donc, s'ils invitent les observateurs, c'est différent d'inviter les membres de l'opposition. Et c'est justement parce que l'opposition n'a pas été informée ni conviée que nos observateurs n'ont pas pu assister à la cérémonie de remise parce que ce sont des mandataires. D'accord. Alors, le président de la République s'est engagé à mettre en place un comité ad hoc chargé de transformer ces recommandations-là en projet de loi. C'est une structure qui se veut inclusive. Vous n'aurez pas d'excuses cette fois en cas d'absence? Oui, nous n'avons pas eu besoin d'excuses pour justifier notre absence dès lors que nous n'avons pas été informés. Et ça, pour nous, ce n'est pas le principal. Ce n'est pas ce qui est le plus important, c'est de ne pas être présent à la remise du rapport. Ce qui devrait intéresser au plus haut chef et le préoccuper au plus haut chef, le président de la République, c'est que le contenu
du rapport soit un contenu consensuel, que les accords soient clairement indiqués, que les désaccords soient clairement indiqués. Vous-même, vous parlez de recommandations. Mais ces recommandations-là, nous les avons vues au même titre que le public lors de la remise du rapport, parce que c'est à la suite de la remise du rapport que le rapport a été rendu public. Comment ça? Donc, vous avez les recommandations, oui, mais vous savez, entre travailler, donner son point de vue et valider ce qui est écrit, vous savez bien qu'il y a tout un fossé. Et je donnerai plusieurs exemples. Mais revenons à la validation. Même les derniers rapports des derniers jours du dialogue n'ont pas été validés puisqu'on n'avait pas assez de temps. Les organisateurs étaient tenus par le temps. Donc, ils nous ont demandé de leur faire confiance, qu'ils vont rédiger le rapport qui sera présenté en précisant bel et bien que ce serait provisoire et que nous aurions par la suite l'opportunité d'en faire la validation. Ceci ne s'est pas fait. Et donc, la rédaction finale implique ou bien indique des éléments d'accord qui n'en sont pas. Et c'est là où il faut faire attention au faux consensus. Donc c'est pour dire quoi? Que ce qui a été, les recommandations qui ont été remises au chef de l'État ne vous engagent pas, c'est ça? En réalité, le rapport en tant que tel, cependant, il faut faire attention. On ne remet pas en cause le principe du dialogue. C'est ça. On ne remet pas en cause les points qui ont été discutés et actés. Par exemple, dans le cadre des accords, nous avons un accord. Les 3 commissions confondues, je donne des accords comme ça. Nous avons eu un accord sur la rationalisation des partis politiques. Un accord de principe. Maintenant, quand sera-t-il des modalités de mise en œuvre? Il faut le voir par ailleurs. Nous avons un accord sur le bulletin unique. Mais vous avez entendu le chef de l'État annoncer qu'il y avait un accord sur l'inscription automatique. Or, c'est un désaccord que nous avons noté au niveau du dialogue. Il était question d'avoir une inscription permanente. Parce que d'habitude, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une révision ordinaire et des révisions exceptionnelles qui sont consignées dans le code électoral. Et dans le cadre de cette inscription automatique, après les arguments qui ont été donnés par les uns et les autres, nous sommes tombés d'accord sur une révision permanente. Et donc revoir un peu l'article L37 du Code électoral. Donc ça, le président l'a annoncé, or c'en n'était pas un. Nous avons également eu un désaccord sur le mode de scrutin. Nous avons eu un désaccord également sur l'organe chargé de l'organisation des élections, l'organe indépendant dont les questions, ils ont dit qu'il y avait la création d'un organe indépendant chargé des élections. Là également, c'est un désaccord. Parce que même les membres de la commission réforme institutionnelle, la commission 3, qui ont travaillé, certains indiquent qu'il y a une large majorité, d'autres indiquent qu'il n'y a pas eu de consensus. Oui, mais quand même la classe politique dans sa majorité, avait opté pour cette commission-là, pour une CENI, en fait. Sauf que, non, ça, je suis formelle, ce n'est pas la classe politique dans sa majorité, puisque l'opposition, nous ne sommes pas membres de l'opposition, nous faisons partie de l'opposition, et cette question-là n'est même pas... Tout le groupe? Tout le groupe n'a pas les mêmes positions à ce niveau-là. Mais rectifiant un peu, les modes de prise de décision que nous avons actés, c'est des points d'accord, des points de désaccord, à partir de consensus. Un accord est considéré comme tel s'il y a consensus. On ne parle pas de large majorité. Je vous donne un exemple. La participation citoyenne, le renforcement de la participation citoyenne à l'action publique a été acté et par la société civile et par le groupe de l'opposition présent au dialogue. Mais la majorité ne l'a pas acté. Et pourtant, c'est consigné comme désaccord. Si ça devait être un large consensus ou une large majorité, on aurait acté ce point-là comme un point d'accord. Donc, le mode de validation des points, ce n'est ni une majorité, ni une large majorité. C'est un consensus. Mais il y a des points de consensus quand même qu'on avait notés, même avant la remise du rapport. Vous l'avez rappelé, la rationalisation des partis, une cour constitutionnelle par exemple, le bulletin unique, etc. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, bon, le facilitateur l'a annoncé, il y aura un comité ad hoc
Quelle sera votre posture en tant qu'opposition participante? Est-ce que vous allez rester dans cette logique-là ou bien vous allez carrément vous ouvrir aux discussions? Non, d'ailleurs, nous-mêmes, nous l'avons indiqué. D'abord, j'aimerais rassurer, il y a certainement d'autres positions qui seront déclinées une fois que le groupe de l'opposition se réunira et arrêtera de manière consensuelle nos prises de position. Oui. Par exemple, sur notre non-participation à la remise du rapport que nous avons suivi par voie de presse, le groupe va se réunir pour définir sa position, sa posture. Donc, la posture que vous demandez. Mais toujours est-il qu'il faut rappeler que sur le principe du dialogue, nous sommes d'accord. Sur les points d'accord que nous avons consignés, nous, parce qu'à l'issue du dialogue, le groupe de l'opposition a tenu une conférence de presse où il a décliné l'ensemble de ses points d'accord, de désaccord et sa posture. Mais on ne s'en est pas limité à cela. Un courrier également a été adressé au président de la République, déclinant clairement nos positions. Maintenant, le comité ad hoc, vous allez faire quoi? Vous allez attendre qu'on vous y convie ou alors vous avez exigé d'être présent? Non, d'abord, on ne sait pas si ce sera fait ou pas. Le président a annoncé un comité spécial chargé d'élaborer des textes législatifs, réglementaires. Mais cela, c'est une technique bien particulière, donnée à des professionnels. Maintenant, ce que nous avons, nous, demandé, à l'instar de la société civile, c'est qu'il y ait un comité de suivi. C'est ça. Donc, quand des acteurs demandent un comité de suivi, c'est qu'ils sont dans la posture de la continuité. Parce que le dialogue est un acquis démocratique. C'est un acquis qui renforce la cohésion, la stabilité. Parce qu'en réalité, la latitude de définir les politiques publiques, cela revient au chef de l'État, mais qui a pris sur lui de partager ça avec les populations en les conviant à un dialogue qui est institutionnalisé par ailleurs. Donc ça veut dire que l'opposition est dans la poursuite, tout comme elle l'avait fait pour participer au dialogue, dans la poursuite des discussions. Parce que nous demeurons convaincus que nous pouvons trouver des accords sur les désaccords majeurs que nous avons notés. Quand vous parlez du mode de scrutin, la modification du mode de scrutin aux élections législatives et territoriales, pour mieux refléter le choix des électeurs, ça c'est un désaccord majeur et nous savons, nous en tout cas nous pensons qu'une poursuite des discussions peut y apporter quelque chose. Vous avez parlé tantôt de la Cour constitutionnelle. J'aimerais rappeler quand même que ce point-là a été réglé par ailleurs par les assises de la justice. C'est les assises de la justice qui ont consigné la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la commission réforme a discuté de ce point-là, parce que nous, au niveau de la commission où j'étais, démocratie, liberté et droits humains, certains points relatifs, certains points en tout cas qui ont été traités lors des assises de la justice, la majorité présidente a refuté le traitement de ces questions-là, arguant que c'était déjà réglé par ailleurs. Donc, la Cour constitutionnelle, en fait, ce n'est qu'une confirmation de ce que les assises de la justice avaient déjà. Donc, une option partagée. Maintenant, il y a un point de désaccord qui retient mon attention parce que je suis en face d'un membre de la nouvelle responsabilité. Pour le comité ad hoc, si nous sommes conviés, nous y serons. Parce qu'il est de l'intérêt du peuple sénégalais que toutes les questions soient bien partagées, bien mais c'est l'option qui est prise d'ailleurs. On a dit que c'est une structure qui va être inclusive. Donc on ne va pas laisser ça aux spécialistes. Il y aura naturellement des politiques. C'est ce qu'il faut, en tout cas, nous l'espérons ardemment. En tant que membre de la nouvelle responsabilité, un point de désaccord sur le statut de l'opposition. On sait que vous, à un moment donné, vous l'avez revendiqué. Mais pratiquement, on a vu que les législatives ont montré que le poids, en réalité, était surestimé. Oui, j'espère que vous ne dites pas ce que j'ai l'impression de comprendre, qu'on donne un statut sur la base de l'électorat. Parce que c'est ce que vous semblez dire. Or, ce n'est pas cela.
le statut est conféré par des critères. Oui, les critères sur la base des dernières élections. La nouvelle responsabilité dirigée par le président Amadou Ba a revendiqué le statut de l'opposition sur la base d'un accord issu de dialogues antérieurs. Le dernier dialogue que nous avons eu, où toutes les parties prenantes étaient présentes, aussi bien la majorité, l'opposition, et au niveau de l'opposition, il y avait les représentants du PASTEF qui étaient présents. C'est au cours de ce dialogue-là que toutes les parties étaient d'accord sur le fait que le chef de l'opposition est le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Et au-delà de cet accord, il y avait un texte qui matérialisait aussi bien le statut de l'opposition et de son chef. C'est sur cette base-là qu'on a revendiqué le statut de chef de l'opposition. Pourquoi il n'y a pas eu accord alors? Maintenant, lorsque nous sommes le groupe de l'opposition présent au dialogue, en allant à ce dialogue-là, parce qu'on s'est organisé, vous savez qu'il y a plusieurs oppositions, mais l'opposition a eu la prouesse de s'être organisée et d'avoir harmonisé ses positions sur plusieurs questions. Et donc, parmi les positions que nous partageons consensuellement, nous avions indiqué que tout ce qui était comme accord acquis, retenu lors des dialogues antérieurs, nous le validons. Et donc, nous avons validé ce qui était décidé. Maintenant, lorsqu'on est venu jusqu'au dialogue, le parti majoritaire nous a imposé ces contradictions. Parce que vous savez que nous sommes, et quand je parle du parti majoritaire, de la majorité, c'est le PASTEF. Bien sûr. Donc, vous savez que nous sommes face à une situation inédite où le président de la République n'est pas le chef de la majorité. Aujourd'hui, vous allez au PASTEF, c'est M. Ousmane Sonko qui est le président du PASTEF. Et donc, en l'occurrence, le chef de la majorité. Et l'argument que le PASTEF ou que la majorité présidentielle a indiqué, c'est qu'il ne pouvait pas parler de chef de l'opposition en se basant sur sans chef de la majorité. Okay. Et donc, le PASTEF nous a imposé ces contradictions internes. C'est ça la réalité. Nous, ce que nous demandons, parce que les lois sont impersonnelles, les lois ne sont pas taillées sur des personnes. Le statut de l'opposition et de son chef est un vieux débat qui a pris source depuis le président Abdoulaye Wade, donc en 2000. Il y a eu des évolutions. Le président Macky Sall l'a constitutionnalisé. Le statut de l'opposition est dans la Constitution. Donc il ne s'agit plus en réalité d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Parce que l'actuelle Constitution que nous avons, les dispositions ont été votées par voie référendaire. Donc c'est la volonté populaire qui est exprimée dans cette Constitution-là. Donc le peuple a acté aussi bien le statut de l'opposition que de son chef. Donc vous voulez dire qu'en réalité, c'est le PASTEF qui a bloqué cela? C'est le PASTEF qui est contre. En se basant sur le schéma actuel. Sur le schéma actuel. Mais nous pensons qu'un comité de suivi pourrait prendre en charge aussi bien cette question-là du statut de l'opposition et de son chef, parce que le texte existe déjà. Et le texte a été élaboré, en tout cas validé, au cours du comité de suivi dernier du dialogue, où aussi toutes les parties, y compris le représentant du PASTEF, étaient présents. D'accord, la réalité du PASTEF, elle est bon, on l'a vu, mais quand même, si je reviens à ma question, on a également vu que en termes de légitimité et de représentativité, le nombre de voix a baissé aussi au niveau de la responsabilité. En réalité, vous ne pouvez pas comparer des élections qui ne sont pas de même nature. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Donc, c'est une personne qui se présente. Quand vous allez à l'élection présidentielle, vous avez des candidats. Un candidat par liste, qui se présente. Quand vous allez à l'élection législative, ce sont des listes. Et vous avez un scrutin et départemental et national. Il y a aussi des coalitions qui se forment. Mais pourquoi je dis comparaison n'est pas raison? Le PASTEF a eu 54% du suffrage
lors des législatives. 54 ou voilà, à peu près. Pourtant, ils ont 80% des sièges à l'Assemblée. Est-ce que le poids électoral qu'ils ont eu correspond au nombre de députés qu'ils ont eu? D'où encore la pertinence de modifier le mode de scrutin. Ouais. Et donc, de la même façon, on ne peut pas dire que le nombre d'électeurs a baissé pour la nouvelle responsabilité ou la coalition Diam-Magneri, parce que ce soit l'élection présidentielle, que ce soit Diam-Magneri, Takku Wallu ou autre, tous les scrutins, tout l'électorat a baissé. Donc ce n'est vraiment pas ça. Voilà, c'est des modes d'élection qui sont différents, d'autant plus que l'élection législative était non seulement anticipée, mais qu'il n'y a pas eu un départ équitable de toutes les coalitions. Donc ça, au moins, vous le reconnaissez. Ouais, donc vous revendiquez toujours ce statut? La nouvelle responsabilité revendique le statut sur la base des accords. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être à la disposition des populations, c'est de savoir d'abord qu'il y a ne serait-ce qu'un seul Sénégalais qui est en phase et qui s'approprie votre programme. Maintenant, avoir 10 électeurs, 10 000 électeurs ou 300 000 électeurs, moi je pense que c'est tout aussi louable, d'autant plus que vous êtes un parti. La nouvelle responsabilité est une formation politique en construction et qui malgré tout a eu le nombre de députés qu'il a eu. Et il faut s'en féliciter, mais surtout remercier le peuple sénégalais qui a fait confiance à cette liste-là. Parfait. Alors les divergences portent également sur les articles du Code pénal protégeant le président de la République, l'article 80 notamment. Alors ce qui se passe ici dans le débat public actuellement est assez édifiant, parce qu'il y a des personnes qui sont poursuivies pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État ou à une personne exerçant une prérogative présidentielle. Pourquoi, dans ces cas relatifs à la démocratie, aux libertés et aux droits humains, les politiques ne sont pas constants, parce que ça dépend finalement de la position où l'on se trouve. Pourquoi véritablement il y a un problème à ce niveau-là? Oui, en réalité, ça c'est mon opinion personnelle. Si les positions qu'une personne a changent au gré du vent ou au gré du moment, c'est que c'est pas une position, c'est pas un principe que vous appliquez. C'est le propre de tous les politiques au Sénégal. Ça au moins on peut être d'accord là-dessus. En réalité, tout ce qui concerne la démocratie est au-dessus des politiques. Elle est au-dessus de toute catégorie. La démocratie, c'est la nation. Et donc, une république, justement, se fonde sur la liberté des personnes. Sinon, elle n'est pas viable. Par conséquent, les positions que vous évoquez, notamment sur l'article 80, sur l'article 254, 265 qui font référence à l'offense au chef de l'État, mais également l'article 139 du Code de procédure pénale. C'est ça. Sur tous ces articles-là, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est une bonne fois pour toutes respecter l'esprit de ces articles-là. C'est pourquoi nous, au niveau de l'opposition, nous avons demandé ou la suppression de certains articles considérés comme liberticides ou leur encadrement. Vous avez parlé de personnes qui exercent tout une partie des prérogatives présidentielles. Mais c'est une nouvelle disposition, c'est un nouveau concept. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela englobe? Et c'est pourquoi nous demandons d'encadrer. Nous comprenons que le président de la République est une institution. Nous comprenons qu'il y a
de l'encadrement à faire. C'est pourquoi nous disons il faut clarifier. Vous ne pouvez pas prendre les personnes pour des délits d'offense au chef de l'État sans qu'on sache c'est quoi l'offense au chef de l'État. Parce que ce que nous avons malheureusement constaté depuis quelque temps, et je pense que quand vous dites que le propre des acteurs politiques, c'est lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils font des revendications qu'une fois arrivés au pouvoir, ils ne veulent plus mettre en œuvre, c'est parce qu'on a vu des acteurs politiques. Aussi, hein, parce que vous aussi, quand vous étiez au pouvoir, vous avez récusé ces articles-là que vous demandez aujourd'hui. Je peux vous le concéder. Oui. Parce que je suis dans un groupe. Mais moi, en tant qu'acteur politique, je sais que mes positions ne varient pas au gré de la majorité ou de l'opposition où je me trouve. J'ai eu les mêmes positions constantes et je les ai défendues. Maintenant, le plus important pour moi, c'est que d'aucuns ont critiqué l'article 80 comme étant une hérésie. L'offense au chef de l'État comme étant antidémocratique. Je pense que si vous présentez un projet de mandature et que vous obtenez plus de 56% de suffrage ou 54%, une fois que vous arrivez au pouvoir, vous avez les leviers nécessaires pour corriger cela, si vous pensez que ce n'est pas juste. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous ne corrigez pas cela, cela veut dire que vous voulez instrumentaliser, que vous voulez vous approprier de certains procédés pour asseoir peut-être votre autorité. Or, la vivacité d'un pays se mesure à l'aune de la liberté d'opinion, d'expression, d'aller et de venir, d'autant plus que c'est constitutionnalisé. Donc, c'est regrettable de constater que vous prenez des citoyens se fondant sur des articles fourre-tout pour entraver cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion. Je pense qu'il y a lieu de revoir tout cela et c'est pourquoi c'est pertinent de dire qu'il faut maintenant, il y a certes, quelquefois beaucoup d'amalgames qu'on fait en disant que oui, l'opposition, c'est pas l'article 80 qui les intéresse, mais c'est plutôt l'article 254. Quel n'est pas le cas. On sait que l'article 80, c'est pas l'offense au chef de l'État. L'offense au chef de l'État, c'est l'article 254. L'offense au chef d'État d'un autre pays, c'est 265. Donc sur ces questions-là, on est clair, il faut l'encadrer. Le nouveau concept de personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du chef de l'État, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas dans la Constitution, c'est nulle part. Et ça, je trouve que c'est du zèle. C'est du zèle que de dire que oui, il y a une personnalité qui exerce tout ou partie du chef de l'État, mais il faut le réglementer. Une fois que c'est réglementé, qu'on sache les tenants et les aboutissants, je pense que les citoyens, de manière responsable, prendront toutes les garanties qu'il faut pour être en conformité avec la loi. Parfait. Alors, lors de la cérémonie de remise du rapport du dialogue sur le système politique, le président de la République a tempéré, après la sortie musclée du Premier ministre, Ousmane Sonko, pas de divergence. Il est plutôt préoccupé, je parle du chef de l'État, par la prise en charge des différentes préoccupations des Sénégalais dans la paix, la réconciliation et puis avec une justice libre. Est-ce que ça vous rassure? En réalité, moi, je n'ai pas à être rassurée par les propos du chef de l'État si ces propos sont relatifs à des questions internes. Mais au-delà des questions internes, il s'agit d'une question qui concerne le pays parce ne vous en faites pas, il y a eu des craintes d'une crise institutionnelle. Je vais y revenir à ça. On ne peut pas avoir de crise institutionnelle, mais je vais revenir à ça. Bien. Donc, quand je parle de « je ne suis pas inquiétée » ou « je n'ai pas d'avis à donner », parce que ce sont des personnalités d'un même parti politique. Par conséquent, c'était des questions politiques en réalité. Ce n'étaient pas des questions institutionnelles. C'était des questions politiques, de mon point de vue. Et donc, moi, là, je n'ai pas à répondre.
Par contre, ce que j'attends du président, je n'attends pas qu'il me rassure. Ce que j'attends par contre du chef de l'État, chef de la nation, gardien de la Constitution, qui a ses prérogatives institutionnelles, que lui confère la Constitution, et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise institutionnelle, c'est qu'il respecte son serment. On a tendance à l'oublier, mais le président, avant de prendre le pouvoir, il fait un serment. Il jure de respecter la Constitution, il jure de garder tout ce qui est, de faire respecter, de sauvegarder les institutions, etc. Mais le président n'a qu'à respecter son serment, parce que la Constitution lui confère des pouvoirs. Et donc, si lui, en tant que chef de l'État, il pense que le premier ministre qu'il a nommé peut avoir une relation aussi bien privée que publique, que si c'est cette forme de relation qui existe, ça, c'est lui, en tout cas, il en porte l'entière responsabilité. Et ce n'est pas n'importe quel Premier ministre aussi. C'est un Premier ministre qui a une légitimité, qui a fait un choix lors de la présidentielle pour que, voilà, qu'on arrive à se... C'est pas le choix du Premier ministre. Le Premier ministre, il peut choisir tout candidat. Qui tient encore son parti. Qui veut. C'est pourquoi je dis ça, c'est des questions politiques. Et nous, entre politiques, on se sait. Donc, moi, je ne commente pas les difficultés internes du PASTEF. Je commente mes difficultés à moi au niveau de la nouvelle responsabilité et mes difficultés au niveau de l'opposition. Par contre, ce que je commente, c'est est-ce que le chef de l'État assume ses prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est un devoir. Il doit le faire et les citoyens doivent veiller à cela. Maintenant, que lui, le président, pense que tout le monde peut lui parler n'importe comment, on peut comparer ça aux arrestations. C'est parce qu'il y a eu des opinions qui se sont exprimées qu'on a pris des personnes pour moins que cela. Et ça, on laisse le président de la République avec sa pleine conscience sur cela. D'autant plus que moi, ma lecture, c'est que le président n'a même pas commenté les propos du Premier ministre. Il y a fait allusion. Il y a fait allusion, mais il ne les a pas commentés. Et donc, tout comme lui-même, principal concerné, n'a pas commenté, moi je ne commente pas. Mais je relève tout simplement que le président a une obligation constitutionnelle vis-à-vis du peuple sénégalais de respecter pleinement son serment de président de la République. Mais quand il vous dit que son chantier, lui, c'est celui de la réconciliation du pays et de la stabilité de ce pays-là, en tant qu'acteur politique, c'est vrai que vous abordez le problème sous l'angle politique en disant que bon, c'est un problème entre partis, disons, c'est le problème d'un parti. Camarades de mais, parti. Je veux dire, la marche du pays, ces craintes de crise institutionnelle-là vous interpellent en tant qu'acteur politique. Oui, mais le président est élu. Le Premier ministre est nommé. S'il y a une crise institutionnelle, c'est que le président l'a voulu. Quand je choisis mes collaborateurs, soit je suis satisfait, soit je ne suis pas satisfait. S'il est satisfait de ses collaborateurs, il ne peut y avoir de crise. Donc c'est son choix à lui. Par contre, vous avez indiqué tantôt que la réconciliation nous interpelle. Moi, je ne vois pas de dispute ici. Il n'y a pas de réconciliation qui vaille. Encore une fois, moi, en tout cas, cela me dérange quand j'entends parler de réconciliation. Ce qu'il y a, si vraiment le président se considère comme le chef de la nation, président de tous les Sénégalais, la réconciliation, c'est d'exercer pleinement ses prérogatives, c'est de mettre les Sénégalais au même pied d'égalité, c'est de ne pas avoir un parti-État. Parce qu'un parti-État, c'est comme si vous vous limitez à ceux qui sont membres de votre parti. Or, on sait que dans nos pays, ce ne sont pas les militants des partis qui élisent les acteurs, c'est plutôt la population. Vous avez vu, on a un fichier général de plus de 7 millions d'habitants.
de 7 millions d'électeurs, avec plus de 4 millions et quelques d'électeurs, de votants. Mais vous pensez que le PASTEF a 4 millions de votants, d'électeurs, de militants? Non, je ne pense pas. Ils ont 4 millions de votants, mais ils n'ont pas 4 millions de militants. Et donc, c'est cela qui indique justement que cela va au-delà du parti. Les militants du parti vous permettent de sécuriser votre vote, vous permettent de déconcentrer, de décentraliser, de servir de relais à votre vision, à votre politique, à ce que vous prenez comme engagement envers ces populations-là et à sécuriser le moment venu, au-delà du respect du processus, à sécuriser votre électorat. C'est ça, c'est ce à quoi sert un parti. Mais maintenant, la gouvernance publique, elle est du ressort de tous les citoyens. Donc le rôle premier du président, s'il veut réconcilier son peuple, c'est de faire en sorte que les populations sentent qu'elles sont sur le même pied d'égalité. J'ai constaté, pour le déplorer, qu'il y avait une activité politique, je pense que c'était un forum ou l'université d'été, d'un parti politique sponsorisé par des agences de l'État, par des structures publiques de l'État. Est-ce à dire que si demain un autre parti politique va solliciter ces structures-là, elles auront le même, les partis, ils auront le même traitement? C'est donc des questions comme ça qu'il faut éviter. Et ce n'est pas, l'important, ce n'est pas de dire vous avez fait 12 ans, vous n'avez pas réalisé. C'est parce que justement, les populations, à un moment ou à un autre, avaient besoin d'amélioration, avaient besoin de changement, qu'elles changent de régime. Donc si les populations changent de régime et que vous êtes choisi parmi d'autres qui proposaient un programme sur la base de vos engagements, il faut les respecter. Et le premier engagement d'un chef de l'État, c'est d'avoir un État unifié. Un État où tous les Sénégalais sont égaux devant la loi, devant les opportunités, devant tout ce qu'il y a à faire. Il ne dit pas autre chose lorsqu'il parle d'une justice libérée. Mais en parlant de justice, par exemple, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un discours, une demande émanant bien sûr de la majorité pour faire la lumière sur les événements entre 2021 et 2024. Est-ce que on doit leur concéder cela? Parce que quand même, il y a eu, comme ils le disent, des victimes pendant cette période-là. Vous savez, cette période-là est une période très sensible. Parce que nous avons vu des citoyens qui ont pensé qu'ils pouvaient envahir la rue, qu'ils pouvaient, par la force, prendre le pouvoir. Donc c'est un moment important de notre histoire qui doit renforcer notre foi en la démocratie, notre foi en un système démocratique, notre foi en des alternances démocratiques à travers les urnes. Ça, c'est la première leçon à tirer. Maintenant, les autres leçons à tirer, personnellement, moi, je pense que, peut-être avant d'en venir à cela, il faut toujours, je pense, s'incliner devant la mémoire de nos disparus, surtout durant cette période-là, comme je dis, qui est une période très sensible. Maintenant, après tout cela, personnellement, je pense que si le PASTEF, qui indique qu'ils ont subi le plus lourd tribut durant cette période-là, si vraiment le PASTEF voulait faire la lumière sur ces événements-là, il l'aurait fait. Donc ma question, moi, légitime que je me pose, c'est est-ce qu'ils veulent bien faire la lumière sur ces événements-là? Ça, c'est à eux. Moi, je pense qu'ils ne le veulent pas. Parce qu'ils ont la possibilité de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, ce qui montre qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, mais pas le reste. C'est que vous dites, je fais une loi interprétative où je sors les crimes de sang, mais on vous dit que les crimes de sang ne peuvent pas être amnistiés. Où je sors tout ce qui est crime, où je sors tout ce qui est action politique. Il y a des ordonnances qui sont données pour blanchir certains au détriment de d'autres. Donc, la justice, elle ne peut pas se faire par vitesse différente. Ou vous prenez tout. À deux vitesses. Voilà, ou vous laissez tout. C'est pourquoi je dis que, de mon point de vue,
le PASTEF ne veut pas faire la lumière. Donc nous n'avons rien à concéder. Nous, ce que nous disons, c'est que toute la lumière soit faite. S'ils veulent vraiment bénéficier de la justice, mais qu'ils abrogent. OK. Qu'ils abrogent. C'est plus simple. Justice encore, concernant le passif très lourd, ils sont aussi nombreux, ceux qui pensent que plusieurs anciens dignitaires dignitaires de l'ancien régime devraient rendre compte. Oui, moi je pense que la reddition des comptes est un exercice normal, c'est un exercice quotidien. Maintenant, il ne faut juste pas le dire. Vraiment, il faut le faire. Et il y a des mécanismes. Les mécanismes de reddition des comptes sont là. C'est, par exemple, l'OFNAC, c'est la Cour des comptes, c'est les audits qui sont faits au niveau des structures. Ces structures, il y a des structures dédiées pour la reddition des comptes. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un règlement de compte en utilisant les leviers de contrôle ordinaire. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Quand vous voyez la Haute Cour de justice, de par sa composition, de par la nature même des charges qui sont données, vous voyez qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Je donne l'exemple de ce nouveau régime-là, où nous avons eu d'anciens collègues qui ont été traduits devant cette haute cour de justice. C'est une haute cour de justice qui est composée de 11 membres. Le président de cette haute cour de justice, c'est le président de la Cour suprême. Mais les 10 autres membres, les 9 proviennent de la majorité et un membre de l'opposition. Et ceux qui proviennent de la majorité sont en même temps vos accusateurs. Oui. Donc on y juge et partie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on vous dit que pour la Haute Cour de justice, vous devez vous limiter aux charges qui sont consignées aussi dans le cas d'espèce, c'est le rapport de la Cour des comptes qui a fait des recommandations sur la nature des poursuites des délits. Oui. Et nous avons vu que les délits ont évolué quand c'est allé à l'Assemblée nationale. Or, c'est interdit par la loi, ils ne peuvent pas. Oui. Donc, parce que c'est le législatif, ils ne peuvent pas exercer la justice. C'est pour dire tout simplement que la reddition des comptes doit se faire, surtout pour garantir la transparence dans la gouvernance, la viabilité et la fiabilité, parce que par ricochet, ça impacte l'économie de notre pays. Oui. Si vous n'êtes pas transparent, si vous n'avez pas des finances publiques saines, forcément, ça impacte non seulement votre notation, mais votre solvabilité et votre crédibilité à aller notamment sur les marchés financiers pour renforcer vos ressources internes. Et donc, c'est pourquoi c'est important de le faire. Mais le plus important, c'est de le faire dans l'impartialité totale. C'est de garantir le respect, le droit des uns et des autres. Or, ne serait-ce que sur le cas des appels possibles à faire, la Haute Cour de justice ne garantit pas en tout cas, n'est pas conforme aux standards internationaux en matière de droits humains. D'accord, mais quand vous entendez souvent ce discours qui est ressassé, souvent, sur le passif lourd, qui empêche pratiquement les autorités d'avancer dans leur projet de développer le pays, vous dites quoi? Vous vous sentez comment en tant qu'ancien dignitaire du régime? Non, je pense que c'est juste des prétextes. Parce que pourquoi je le dis? Votre responsabilité n'est pas engagée à ce niveau? Ma responsabilité... Je parle pas à titre personnel, je parle oui. Non, même je peux parler au nom de mes collègues, anciens ministres.
parce que le gouvernement est solidaire. Et je suis totalement solidaire de ce qui se passe aujourd'hui. Si l'on prend le ministre Moustapha Diop, Ndeye Saly Diop Dieng, Ismaël Madior, je dis, nous avons partagé le gouvernement. J'ai partagé le gouvernement avec ces anciens ministres-là. Et donc, c'est une équipe solidaire. Pourquoi je dis notre responsabilité ne peut pas être partagée? Parce qu'il faut qu'on nous juge au bilan. Et aujourd'hui, les accusations qui sont, c'est toujours au stade d'accusation, mais les accusations peinent à être matérialisées, ne serait-ce que sur la dette cachée. Qu'est-ce que le FMI dit jusqu'à présent? On attend toujours. Donc, ce n'est pas en réalité ce passif-là qui empêche le nouveau gouvernement d'être sur la rampe, de trouver ou de fournir des solutions, ni un facteur de blocage. Parce que ça aurait été un facteur de blocage, il ne serait pas chaque 2 jours sur les marchés à lever des fonds. Vous avez vu, tout le temps, on voit les communiqués du ministère des Finances, on voit les communiqués du gouvernement annonçant qu'ils ont levé des fonds sur les marchés financiers, que ce soit le marché sous-régional ou le marché international. Donc cela veut dire qu'il y a des ressources. Oui, mais en même temps, la note Avant quand même de est en parler, train oui, mais se dégrader. La note se dégrade parce que c'est l'actif, c'est pas le passif. Le passif est une étape dépassée. Quelle est l'ingéniosité, quelle est la compétence de nos dirigeants à prendre et en charge le passif et l'actif? Parce qu'un bilan, c'est un passif et un actif. Avant, il n'y avait pas de ressources pétrolières et gazières. Le passif dont on parle, les investissements massifs qui ont été faits en termes de transport, vous avez vu le TER, en termes d'installation pétrolière et gazière, ça fait partie du passif qui aujourd'hui, dans l'actif, vous génère des ressources. Oui, mais c'est des investissements qui génèrent des ressources et qui ont endetté aussi en même temps le pays. Oui, mais c'est ça l'investissement. La dette, elle est importante si à côté, elle vous permet d'investir. Parce que c'est une dette d'investissement. Ce n'est pas une dette de fonctionnement. Or, et c'est justement ça le problème de l'actuel régime. Ce n'est pas le passif. Le problème de l'actuel régime, c'est qu'il s'endette pour fonctionner. Ce qui est différent, vous avez vu, le dernier rapport, c'est 2 milliards d'investissements. Ensuite, le second problème de l'actuel régime, ce n'est pas le passif, mais c'est les propos, c'est le choix du partenariat, de la coopération qu'ils ont eu avec les partenaires. Parce que le budget de l'État, c'est certes nos ressources internes, mais c'est également l'investissement direct étranger. Et à ce niveau-là également, les prises de position et les accusations non fondées. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tant que les preuves ne sont pas déclinées, validées, les accusations sont non fondées. Et c'est à cause de ces accusations-là non fondées que la note du Sénégal se dégrade, qu'on a encore des emprunts qui sont beaucoup plus corsés. Et malheureusement, les populations, toutes ces questions d'économie, de croissance, de dette, de budget, les populations ne comprennent pas cela. Les populations, ce qu'elles comprennent, c'est qu'elles sont actives, aussi bien dans le formel que dans l'informel, c'est qu'elles participent à payer l'impôt, les taxes, et là, on a élargi l'assiette du fisc, jusque dans les maisons, maintenant, vous payez l'impôt, et que ces populations-là ne ressentent pas ça au niveau du ventre, ne ressentent pas ça au niveau de la poche, et ne ressentent pas ça au niveau de la tête, parce que tout le monde est préoccupé par la dépense quotidienne. Et donc, si on n'est pas serein économiquement, moralement, physiquement, en plus de cela, vous n'êtes pas rassuré parce que vous voyez que les personnes sont emprisonnées, parce que vous voyez que votre liberté d'expression, on vous la retire de plus en plus, il y a un problème. Donc, je pense que le gouvernement gagnerait, de mon point de vue, à installer la sérénité dans le pays et que tous les Sénégalais, toutes tendances confondues, gagneraient à relever les défis qui se présentent à nous. Parce qu'ils sont nombreux.
les défis, c'est vrai que le gouvernement est sur la première ligne. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, nous n'avons pas le droit d'être nihilistes. Nous n'avons pas le droit de souhaiter que les choses ne marchent pas. Nous n'avons pas le droit de souhaiter qu'il y ait une crise institutionnelle. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous tous, chacun en ce qui le concerne, au niveau où il doit être, qu'il puisse apporter ce qu'il a de plus positif dans la gestion du pays. Et vous, en tant que nouvelle responsabilité, qu'est-ce que vous entendez apporter de positif? Mais déjà, tout le monde le vit au quotidien. Vous n'êtes pas actif, hein? Non, ne dites pas. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est l'absentéisme qui est dénoncé à votre niveau. Vous parlez d'un député en particulier? De votre leader. Ou du... Oui, parce que Diamang Ndiaring a 7 députés à l'Assemblée nationale. De votre leader, je veux dire. Voilà. L'ancien Premier ministre. Il n'est pas présent à l'Assemblée. Je pense que l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, le député de la coalition Diamang Ndiaring, est omniprésent. On le voit pas à l'Assemblée. Il est omniprésent. Je pense que nous n'avons pas intérêt à le voir qu'à l'Assemblée nationale. Oui, mais d'abord là-bas, parce qu'il est député quand même. De par son parcours, de par son expérience et de par même ses réflexions. N'oubliez pas que le député Amadou Ba de Diamang Ndiaring a demandé qu'on élargisse les termes du dialogue aux questions économiques. Parce que pour lui, les questions économiques sont d'une importance capitale. Et qu'aujourd'hui, que ce soit le service de la dette, que ce soit le budget, que ce soit les investissements à faire, mais que ce soit même notre diplomatie, il y a une posture responsable à avoir. Quand on a été ancien candidat avec un programme qui se fonde sur la paix et la prospérité partagée, votre première responsabilité est de lire la situation nationale. Et c'est après cette lecture de la situation nationale que, comme je vous le dis, nous sommes loin d'être inactifs. Au contraire, nous sommes actifs, mais nous avons choisi une autre démarche. Cette démarche-là, sera-t-elle payante ou pas? L'avenir nous le dira. Mais nous pensons que nous ne devons pas être dans la critique pour critiquer. Nous ne devons pas être dans le brouhaha. Nous sommes dans une opposition responsable de réflexion, d'organisation et nous apportons au niveau où nous sommes, avec les moyens et les leviers que nous avons, nous apportons une contribution qualitative, quantitative à notre pays. Merci beaucoup, Madame Zahra Iyane Thiam. Je voudrais peut-être, avant que vous finissiez, rendre un hommage à la RTS. Merci. Parce que je vois les efforts qui sont faits dans le cadre de la diversification de la parole. Nous avons été là depuis très longtemps, depuis assez longtemps. Ce n'est pas la première fois que je viens au niveau de la RTS. J'y venais lorsque j'étais au niveau de la majorité. J'y viens maintenant quand je suis dans l'opposition. Mais il faut se féliciter, je pense qu'il faut féliciter votre directeur général, Pape Alé Niang, et l'ensemble des équipes de la RTS pour en tout cas, cette disposition d'ouverture. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de subtilités à avoir. Mais c'est une bonne chose. Et c'est justement ça, la gouvernance. Il faut être courageux. Bien sûr. Il faut vouloir le faire. Mais surtout, il faut respecter son engagement. Je pense que si ces 3 éléments sont réunis, aussi bien au niveau le plus bas qu'au niveau le plus élevé, nous aurons des convergences pour le bénéfice exclusif des populations sénégalaises. Merci beaucoup, Madame Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre, membre du comité de pilotage de la nouvelle responsabilité. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.